Imagine un instant que la fibre la plus précieuse au monde ne vienne pas d'un trésor enfoui, ni d'un métal rare, mais d'un animal sauvage qui arpente l'un des paysages les plus rudes de la planète. À près de 4000 mètres d'altitude, là où l'air devient si léger qu'il semble se dissoudre dans le froid, vit une créature dont la simple présence raconte une histoire millénaire. Une histoire de montagne, de vent, d'ingéniosité humaine et de patience infinie. Cette créature, c'est la petite Vigogne, ce camélidé si discret qu'il semble glisser entre les roches comme une ombre dorée. Et pourtant, elle porte sur son dos l'une des fibres les plus luxueuses jamais découvertes par l'homme. Dans les hauteurs glacées des Andes péruviennes, la Vigogne avance avec une grâce presque irréelle. Son cou élancé, son pelage couleur de soleil et ses grands yeux sereins donnent l'impression qu'elle n'a jamais réellement touché le sol, comme si elle flottait au-dessus des étendues minérales. Les vents y sont si vifs qu'ils coupent la peau. Les nuits y sont si froides qu'elles durcissent l'eau à même le sol. Et malgré cet environnement impitoyable, la Vigogne, légère comme une plume, s'y épanouit depuis des milliers d'années. Les Incas la considéraient déjà comme un animal quasi sacré, et sa laine, réservée exclusivement aux souverains, était considérée comme un privilège absolu. Mais durant des siècles, cet animal ne fut jamais réellement domestiqué. Trop farouche, trop rapide, trop attaché à sa liberté. La Vigogne peut atteindre près de 50 km/h sur un terrain irrégulier, ce qui en fait l'un des animaux les mieux adaptés à ces montagnes. Sa longévité tourne autour de 12 à 13 ans, et les femelles, dans toute leur vie, ne donnent naissance qu'à quelques petits seulement. Cette rareté naturelle a participé à créer un véritable mythe autour de sa laine, un fil si fin qu'il ne gratte jamais la peau, si chaud qu'il protège du gel le plus intense, si rare que son prix dépasse parfois celui de l'or. Au début des années 2000, dans la province de Churcampa, au cœur du Pérou, une université perçoit un potentiel immense. Là où l'altitude empêche presque toute forme d'agriculture classique, la Vigogne devient la clé d'une nouvelle forme de développement rural. L'idée est simple, mais audacieuse, enseigner aux communautés locales des méthodes traditionnelles de capture et de tonte, sans jamais domestiquer l'animal, afin de transformer cette ressource sauvage en une source de revenus stable. Et c'est là qu'intervient une technique ancestrale, héritée directement des Incas, le chacu, un mot quechua signifiant littéralement « capturer les vigognes ». Le chacu est une véritable chorégraphie collective. Des dizaines, parfois des centaines de villageois se déploient le long des pentes abruptes. Ils forment une immense chaîne humaine qui avance lentement, avec une patience presque rituelle. Leur but n'est pas de pourchasser la Vigogne, mais de la guider, de la rassurer, de lui faire comprendre qu'elle n'est ni chassée ni menacée. Progressivement, ces animaux libres se dirigent vers un enclos temporaire, installé spécialement pour l'occasion. Tout se fait dans le calme, dans le respect de la nature sauvage de l'animal, et dans la continuité d'une tradition vieille de plusieurs siècles. Mais si capturer l'animal demande une énergie colossale, la véritable complexité se révèle ensuite, traiter une fibre aussi fragile que précieuse. Une fois la tonte effectuée, toujours en veillant à ne pas blesser l'animal, les touffes de laine sont apportées hors de l'enclos. Là, des femmes du village s'installent au sol, parfois sur de simples couvertures, et commencent un travail d'une minutie extraordinaire. Elles trient la fibre à la main, éliminent les brindilles, les poussières, et distinguent les parties les plus fines des poils plus grossiers. Ce premier tri peut durer des heures, mais il est indispensable pour garantir la finesse exceptionnelle qui fait la réputation mondiale de la Vigogne. Ensuite, la fibre est acheminée vers de petits ateliers, où les artisans procèdent à une étape cruciale appelée le desserdado. C'est un processus patient, presque méditatif, durant lequel chaque fibre est séparée, brossée, libérée de ses impuretés les plus subtiles. Le résultat est impressionnant, un fil si doux que les doigts glissent dessus comme sur une goutte d'eau. À ce stade, seule une infime partie de la laine récoltée est jugée digne des standards les plus élevés. C'est cette portion-là, la plus fine, la plus brillante, qui sera vendue sur les marchés internationaux et transformée en écharpe, manteau ou costume dont le prix atteint facilement plusieurs milliers de dollars l'unité. Et pendant qu'on admire cette fibre exceptionnelle, un autre acteur, beaucoup plus connu, partage ce même territoire andin, l'alpaga. Plus robuste, plus sociable et surtout domestiqué, il accompagne les communautés humaines depuis des siècles. Contrairement à la Vigogne, l'alpaga peut porter des charges, parfois jusqu'à 60 ou 70 kg, ce qui en fait un compagnon indispensable dans ces montagnes escarpées. Sa laine est plus épaisse, moins rare, mais extrêmement polyvalente. On l'utilise pour les couvertures, les vêtements chauds ou encore les accessoires du quotidien. Pourtant, malgré leurs différences, la Vigogne et l'alpaga forment ensemble une sorte d'équilibre naturel et culturel. L'une incarne la liberté sauvage, l'autre la coopération avec l'homme. L'une offre une fibre rarissime que seule la montagne elle-même semble pouvoir produire, l'autre fournit chaleur, viande, force de travail et une présence quotidienne auprès des communautés andines. Cette complémentarité raconte mieux que n'importe quel discours la manière dont l'être humain s'est adapté à cet environnement extrême, non pas en tentant de le dominer, mais en apprenant à vivre avec lui, à le comprendre, à tirer parti de ce qu'il veut bien offrir, sans jamais briser son harmonie fragile. Lorsque la fibre de Vigogne arrive enfin dans les ateliers de transformation, le chemin est encore long.
Après le desserdado, elle est lavée, séchée puis classée selon des critères stricts: finesse, longueur, uniformité. Les meilleurs lots sont si légers qu'ils semblent presque irréels lorsqu'on les soulève. Dans certains villages, les artisans affirment qu'une poignée de cette fibre est plus précieuse qu'une poignée de bijoux. Et ce n'est pas une exagération, chaque kilo de vigogne représente des heures de travail collectif, des semaines d'organisation, et surtout la participation d'un animal que l'on ne peut approcher qu'une seule fois tous les 2 ou 3 ans, le temps que son pelage repousse suffisamment. Dans les ateliers les plus réputés, les artisans filent la fibre à la main, comme leurs ancêtres le faisaient. Le geste est lent, régulier, presque cérémoniel. Ils savent que la moindre tension excessive peut briser un fil, et que la moindre erreur peut compromettre la qualité exceptionnelle qui définit la vigogne. Une fois le fil prêt, il peut être teint, mais la plupart du temps, il reste dans sa couleur naturelle, ce beige doré qui rappelle les roches ensoleillées des Andes. Les connaisseurs du monde entier recherchent cette teinte unique, symbole d'authenticité et de pureté. Pour comprendre la valeur de cette fibre, il faut imaginer l'ensemble du processus: des centaines de personnes mobilisées, une capture respectueuse inspirée d'un rituel millénaire, une tonte soigneuse, un tri manuel, puis des heures de travail artisanal. Rien n'est automatisé, rien n'est mécanisé. C'est un produit qui porte sur lui l'empreinte de la montagne, du vent, de l'histoire et des mains qui l'ont façonné. Peut-être est-ce pour cela que les vêtements en vigogne ne sont jamais produits en grande quantité, ils ne peuvent tout simplement pas l'être. Chaque pièce qui sort d'un atelier est la rencontre entre un savoir-faire ancestral et un patrimoine naturel unique au monde. Et au-delà du luxe et de la rareté, la vigogne représente aussi une victoire écologique. Dans les années 1960, l'espèce était au bord de l'extinction. Chassée pour sa laine, victime du braconnage, elle ne comptait plus que quelques milliers d'individus. Grâce aux communautés locales, aux gouvernements andins et à la mise en place de programmes d'élevage contrôlés et de chacus organisés, la population a lentement augmenté. Aujourd'hui, la vigogne est considérée comme un symbole de conservation réussie. Chaque fibre vendue, chaque vêtement exporté, raconte aussi cette histoire, celle d'un animal qui aurait pu disparaître, mais que les hommes ont choisi de protéger plutôt que d'exploiter sans limite. Pour les habitants des Andes, la vigogne n'est pas seulement un animal sauvage, c'est une chance, une forme de richesse qui ne dépend ni du climat, ni de l'économie mondiale, ni des machines. Elle leur offre une source de revenus stable, tout en préservant la biodiversité locale. Dans les villages, lorsque commence la saison du chacu, l'atmosphère change. On y sent une forme d'excitation, mais aussi de respect. Les enfants observent, les anciens transmettent leurs connaissances, et tous participent à la préservation d'une tradition vivante. Le chacu n'est pas un simple travail, c'est un lien culturel qui unit les générations. Pendant ce temps, l'alpaga poursuit son rôle plus humble, mais tout aussi important. On le retrouve dans les pâturages, parfois en grands troupeaux, parfois attaché à des familles qui en dépendront pour la laine, la viande ou le transport. Contrairement à la vigogne, l'alpaga se tond chaque année, ce qui permet une production plus régulière et plus abondante. Sa fibre, bien que moins fine, possède une palette de couleurs naturelles impressionnantes: blanc, crème, brun, gris, noir. Cette diversité en fait l'un des piliers de l'artisanat andin. Les couvertures en alpaga, épaisses et chaudes, sont encore utilisées dans de nombreuses maisons de montagne pour affronter les nuits glaciales. Mais ce contraste entre les deux espèces rappelle surtout une vérité simple: dans les Andes, chaque animal joue un rôle. La vigogne incarne le mystère et la rareté, tandis que l'alpaga porte sur ses épaules la vie quotidienne. L'une nourrit les rêves des grandes maisons de couture. L'autre réchauffe les foyers et accompagne les voyageurs sur les sentiers escarpés. Ensemble, elles perpétuent un fragile équilibre millénaire, né dans ces montagnes qui ne pardonnent rien et qui exigent de chaque être vivant une résistance extraordinaire. Alors, lorsqu'on observe une écharpe en vigogne dans une boutique de luxe, on ne voit que le produit final. Mais derrière elle, il y a les cris du vent à 4000 mètres d'altitude, il y a les battements rapides des troupeaux sauvages, il y a les chants quechua, les mains patientes des femmes du village, et le pas tranquille des alpagas qui veillent sur les plaines andines. Il y a une chaîne humaine et naturelle qui relie chaque fibre à son origine. Et vous, si vous aviez la possibilité de toucher cette fibre mythique, de sentir sa légèreté, de découvrir l'histoire de ces montagnes à travers un simple fil, est-ce que cela changerait votre regard sur ce que signifie vraiment la rareté ?